Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et après m'être attaqué à tout ce qui est chaud de la Ring of Honor du côté de la EW, je passe maintenant du côté de la WWE. Oui, donc c'est également à ce sujet de ce vidéo auquel on va parler. Pour le show, justement, WWE Great American Bash 2025. Oui, auquel ce show a démarré plus tôt que prévu, auquel notamment on s'y attendait. Et en tout cas, ça peut faire plaisir à certains ou d'autres pas du tout. Mais voilà, je n'en dirai pas plus si ce n'est que euh, ce show a eu lieu aussi tôt que soyons dis-tu quoi. Bref, j'ai pas tous les mots pour vous décrire tout cela. Et qu'on va partir directement fort avec le premier match de la soirée, qui est un match simple évidemment. Un match qui oppose une opposition de style entre la puissance brute et la force physique à celui de la voltige et un petit peu de tout ce qui est spot un peu technique. Je parle évidemment de Jevon Evans contre Jasper Troy. Un match qui n'a pas réellement d'histoire ni saveur. Et pourtant, excusez-moi si vous entendez un peu de bruit au fond, mais bon, il faut que je coupe et que je reviens à l'essentiel. Oui, désolé si j'ai dû un peu couper parce que on entendait mon frère qui, qui parle. Enfin, j'appelle pas ça parler, j'appelle ça crier fort pour faire exprès de me déconcentrer. Donc, excusez-moi pour ça. Revenons à l'essentiel avec cette rivalité entre Jevon Evans et Jasper Troy. En gros, qui vient comme ça parce qu'il faut remplir un show pour qu'elle soit un minimum plus rentable. Et, euh, et du coup, ben, je ne comprenais pas l'intérêt pourquoi ce match a eu lieu au Great American Bash. Et après, il y a peut-être une autre raison. C'est pour minimum mettre en avant Jasper Troy, qui est un nouveau venu, qui sort de l'émission LFG, donc Legend Future Greats, et auquel il avait remporté ce genre de, bah, ce genre de compétition, je crois. Enfin, si on peut appeler ça une compétition, mais bon, j'ai pas l'esprit à tout citer à tout ce propos. Et qu'il avait démarré fort en attaquant Obafemi. Donc il a eu un match de championnat contre Obafemi, et résultat, il s'est fait bottle derrière. Puis, on lui a donné une chance pour affronter une nouvelle fois le champion, mais dans un match de challenger numéro 1 face à Yoshiki Inamura. Et résultat, eh bien, il s'est fait encore bottle derrière. Et maintenant, ben, il décide de s'en prendre à un certain Jevon Evans parce qu'il n'a pas apprécié de comment il est attaqué de manière sournoisement, alors que c'est plutôt Jasper Troy le plus gros agresseur du moment, malgré qu'il n'ait rien accompli. Et ce que je n'aime pas avec la plupart des jeunes nouveaux venus de temps en temps, c'est qu'ils arrivent, ils prennent le micro de dire ce qu'ils pensent, et qui veulent un match de championnat direct, comme ça haut la main. Et pour moi, c'est un truc auquel je trouve ça pas très logique. Et déjà, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça, tais-toi, fais la queue. Et le jour où ton heure viendra, là, tu pourras avoir une chance au titre. Mais tout est trop tôt. Alors pour l'instant, tu la fermes et tu apprends. Donc, voilà pourquoi j'ai un peu du mal avec les jeunes aujourd'hui, parce que les jeunes d'aujourd'hui, vous saviez, ils veulent tout et tout de suite sans attendre. C'est ça le problème auquel on peut se dire de la jeunesse actuelle. Concernant le match, ça se voit que c'est Jasper Troy qui domine son adversaire, vu comment, comme je vous l'ai dit, il est grand, il est fort, il est puissant. Et que Jevon Evans, à côté de lui, c'est un gamin, c'est un point plume. Euh, Tous les mouvements auxquels il peut faire, ben,
c'est sûr, il est complètement léger par rapport à ce que fait Jasper Troy. Donc, malgré tout ça, ça ne suffisait pas. Il se fait laminer, encore laminer par Jasper Troy. Et puis, à un moment donné, dans le match, Jasper Troy pensait, et je dis bien pensait, qu'il pourrait avoir la victoire au la main, mais il se fait avoir par ce rusé de Jevon Evans qui arrive à faire un genre de roll-up surprise pour le battre. Et donc, du coup, il a battu Jasper Troy et que c'est pour nous montrer à quel point Jasper Troy n'est pas, euh, n'est pas encore prêt à forcément obtenir des victoires. En même temps, tu sors d'une compétition d'LFJ. Certes, il y en a quelques-uns qui croient, je pense, en toi. Mais il faut qu'ils comprennent un bout d'un moment donné. Tu as beau agresser tout le monde, t'as beau de dire je veux un match tout de suite et maintenant contre le champion de ton choix. Mais tu n'es pas encore assez prêt, mon garçon. Il faut travailler, il faut l'obtenir pour le mériter. Et ça, c'est ce que je vous le disais, même si vous ne m'écoutez absolument pas, mais au moins je vous le dis tout de suite. C'est ce que je le dis depuis le début. Vous avez beau être grand, vous avez beau avoir le physique nécessaire, vous avez beau avoir un minimum de charisme, mais tout ça, c'est trop tôt. Malheureusement, tout ça, c'est trop tôt, surtout qu'on est débutant. Et par contre, excusez-moi, il faut que je recoupe une nouvelle fois pour que je ferme la porte parce que j'en ai marre d'entendre du bruit au fond. Désolé. Ça me rend dingue, hein. Je peux même pas être concentré à force d'entendre les grosses voix au fond, ça me déconcentre terriblement. Mais bon, ce que voulais dire, c'est que Jasper Troy, il a beau avoir les qualités auxquelles ceux en coulisses apprécient, mais il lui reste encore du chemin à faire. Donc voilà tout. Donc ce qui est dit a été dit pour le premier match, et que c'est victoire de Jevon Evans, évidemment comme je vous l'ai dit. Maintenant, on passe au deuxième. Et le deuxième, c'est encore un match simple, mais pour le titre nord-américain féminin de NXT. Entre Sol Ruka, accompagné par Zarya, contre Easy Dame, accompagné par sa toute nouvelle meilleure amie, et qui s'intitule Tatum Paxley, qui a rejoint The Culling. Il y a des moments où je me dis pourquoi The Culling. Encore et toujours pourquoi The Culling. Pourquoi mettre autant de crédit à Easy Dame en sachant que, à mes yeux, pour moi, la palette off d'une chef. Que ça aurait été Sean Spears, là oui, ce serait plus incohérent, mais une qui n'a absolument rien accompli et qui devient un chef comme ça par la force des choses, ou parce que on veut espérer croire en elle, je me demande pourquoi. Bon après, je dis ça, c'est parce que je suis pas tellement trop fan de Easy Dame. C'est un peu comme Sol Ruka. Ok, la meuf, elle est athlétique. Ok, elle arrive à faire des choses incroyables. Mais est-ce que ça sert à toute chose pour nous faire de la grosse pop, pour qu'on réagisse de plus en plus? Ça fait l'effet, mais pas toujours. Donc, malgré que je ne suis pas fan des deux parties, un peu comme je ne suis pas fan de Jasper Troy, et je suis quand même fan de Jevon Evans malgré tout, ben, je reconnais le talent. Je reconnais minimum le talent. Concernant Easy Dame et Sol Ruka, match sympa, mais sans plus. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme dirait C. Jérôme. Si ce n'est que parfois il y a de la distraction de Tatum Paxley pour essayer de faire gagner sa soi-disant meilleure amie, alors que... Oui, pourquoi elle est amie avec Easy Dame? Ben, tout simplement parce que ses copines, que sont justement Gigi Dolin et Shotzi, ont quitté la scène WWE pour la scène indépendante parce elles ont été licenciées. Dommage qu'elles ont été licenciées. Et du coup, elle était perturbée. Elle a plus personne à qui elle peut jouer à la poupée. Et du coup, elle veut trouver une autre meilleure amie. Et justement, c'est Easy Dame qui est venue à elle.
pour notamment le amadouer, de faire croire que c'est son ami, mais en vérité, elle se sert d'elle. Dans l'histoire, bien sûr, hein, je dis bien dans l'histoire. Est-ce que ça peut permettre à Easy Dame de remporter le titre nord-américain? Je vais vous spoiler parce que j'en ai pas trop grand chose à faire, malheureusement. Et ça, c'est malgré moi, je m'en excuse totalement si je ne peux pas trop en dire plus. Mais spoiler, elle bat Easy Dame. Rien de plus, rien de moins. Et auquel j'en reste sur ma faim. Donc voilà, victoire de Sol Ruka, toujours championne nord-américaine. Et maintenant, je passe au match numéro 3. Et c'est un Falls Count Anywhere match pour le titre nord-américain masculin de la NXT WWE, auquel les tombées peuvent se faire n'importe où, que ce soit dans la salle, dans la rue, et j'en passe d'autres. En tout cas, dans la rue, ça aurait été excellent qu'ils font ça. Mais c'est tellement dommage qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Entre Ethan Page contre Ricky Saints. Donc Ricky Saints, certes, on peut revenir à tout le point de vue historique qu'il y a eu entre les deux. En gros, quand Ricky Saints était champion nord-américain masculin, certes, il était champion, mais il avait perdu à cause que Ethan Page, fourbe, rusé et sadique qu'il est, a utilisé une méthode pour faire un genre de twist of fate sur le pied de la chaise et auquel ça lui a failli exploser la trachée. Et c'est comme ça comment il en est venu à exploiter la faiblesse de Ricky Saint pour le battre pour le titre nord-américain. Et puis, Ethan Page s'est associé avec les Vanity Projects ou les Swipe Right des catcheurs de la WWE Evolve et qui viennent de la scène indépendante, d'autres qui sont trop jeunes, même très très jeunes même, parce que j'ai l'impression que leur visage est tellement juvénile, tellement jeune que je me dis, ils ont combien d'années d'expérience devant eux? Oui, les Vanity Project, je me dis pourtant, certes, ce sont des catcheurs très prétentieux, arrogants soient-ils, mais ça, c'est la jeunesse actuelle. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Pas forcément grand-chose, si ce n'est que Ricky Saint en est venu à bout à les battre tous les trois un à un, si je crois bien, pour obtenir ce qu'il veut pour affronter Ethan Page. Donc du coup, il a choisi sa stipulation, c'est un Falls Count Anywhere, les tombées peuvent se faire n'importe où, ça se bat près des fans, notamment dans les gradins, également presque, je dis bien presque, en direction des vestiaires, mais ils ont été au niveau des coulisses auxquelles il y a quelques fans qui passaient, et parfois dans les endroits auxquels on n'est pas censé voir, comme par exemple les catcheurs qui se changent et qui sont là parce qu'il faut les montrer. Notamment Jasper Troy, qui, qui traînait dans les parages et qui fait ah là là, j'ai mal à la tête, j'ai perdu contre ce Minus, comment je vais faire pour me relever de cette défaite humiliante en sachant que j'ai faim de victoire. Et bien à un moment donné, Jasper Troy, il va se retourner contre Ricky Saints et lui faire un genre de choc slam dans un des, des roulettes, des caisses à roulettes, quoi. A essayé presque à offrir en pâture à Ethan Page. Mais honnêtement, ça c'est la seule et unique action qu'il a fait. Sinon, le résultat, on le voit pas en faire d'autres spots. Parce qu'après, on pourrait se dire que Ethan Page a engagé d'autres personnes pour parvenir à ses fins. Et ça, c'est la méthode purement heel de Ethan Page. Alors que Ethan Page, certes, il avait tout tenté, hein, tout tenté d'essayer d'en venir à bout très rapidement, mais même Ricky Saints, hein, même Ricky Saints, en utilisant l'une de ses prises fétiches, mais il y en a toujours quelque part un point intérieur de Ethan Page, pour s'en sortir. Et tout ce que je sais, ça va se clôturer au niveau de la rampe d'entrée, quand, quand Ricky Saints a voulu
utilisait sa prise de finition. Un peu la même prise que portait Bobby Lashley, mais je ne connais plus le nom de la prise. Mais en tout cas, je sais qu'il l'utilisait. Eh ben, c'est contré par Ethan Page qui va faire sa All Ego's Edge à travers les deux tables du stage. Et il suffit qu'il contourne et il fait le tomber sur Ricky Saint et qu'il obtient le match. Et qu'il obtient la victoire également. Et qu'il conserve le titre. Voilà tout. Victoire de Ethan Page. Et ça se poursuit encore. Hein, ça se poursuit encore à ce niveau-là. En même temps, il n'y a que 5 matchs. Et vu comment je vous ai cité le premier, le deuxième et le troisième, eh ben on va parler également de la signature du contrat entre Joe Hendry, Mike Santana et Trick Williams. Et forcément, ils ont signé le contrat pour le titre du monde de la TNA, qui aura lieu à Slammiversary, si j'ai bien compris, cette semaine qui va arriver. C'est le 20 juillet, si j'ai bien compris. Donc, donc en tout cas, je sais ils vont combattre pour la ceinture. Et forcément, pendant cette petite signature de contrat entre la général manageuse la plus catastrophique qui soit, j'ai nommé Ava, parce que oui, certes, elle est entre guillemets général manageuse, mais qu'elle fait tout tourner en désastre parce que elle a pas l'étoffe d'une général manageuse. Oui, je le pense de cette manière-là. Mais bon, elle fait signer le contrat aux 3 hommes. Les 3 ont à dire ce qu'ils veulent à dire, en expliquant que pour Joe Hendry ou pour Mike Santana, ils veulent récupérer le titre TNA parce que c'est le titre auquel l'endroit où il faut être, donc à la TNA. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je peux vous dire d'une mise à jour, mais apparemment, la TNA est sur le marché de la vente. Et du coup, quand ils veulent trouver, je crois qu'ils veulent trouver un investisseur de diffusion pour qu'elle soit diffusée à la télévision, je crois, un peu comme sur Internet. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire, et elle serait possiblement en vente. Et du coup, qui dit en vente, dit sûrement la WWE pourrait peut-être s'en laver les mains et peut-être s'en frotter à l'idée de acheter une autre promotion. En même temps, c'est logique, ils ont acheté la AAA, pourquoi pas la TNA, en sachant que la AEW a acheté la Ring of Honor quelques années auparavant. Et est-ce que ça peut être un succès ou un échec? Ça, on n'en a aucune idée. Est-ce que vous êtes d'accord que la TNA se fait acheter par la WWE? Si c'est oui, faites-moi savoir. Si c'est non, n'en parlez pas. Mais tout ce que je sais, on sait que les 3 en ont parlé, notamment Joe Hendry. Mais après, Trick Williams, certes, c'est un champion arrogant qui se laisse tout le temps parler de lui en faisant de lui un Hollywood trick. Comme si c'était le mec qui vendait le plus de billets et qui doit jongler en deux promotions. En fait, ce qu'ils veulent nous montrer, la WWE de Trick Williams, c'est certes un catcheur très arrogant, qui a déjà tout réussi à la WWE, enfin, entre guillemets, vu comment il a gagné que le titre nord-américain, mais le plus gros accomplissement de Trick Williams, c'est les 2 titres d'NXT. Et justement, l'autre récompense et l'autre réussite, c'était le titre TNA, et du coup, il s'en vante bah, comme s'il se permet de se vanter. Donc, vous me présentez Trick Williams en tant que vantard, alors que moi, je joue le jeu, je fais celui que je déteste Trick Williams, même si en vrai, je l'adore. Mais bon, en fait, ce qu'ils veulent nous montrer, c'est un Trick Williams totalement vantard qui croit qu'il est au-dessus des autres, qu'il est supérieur à d'autres parce qu'il a un bon physique, parce que il est champion, parce qu'on lui a tout offert sur un plateau d'argent, et que c'est justement grâce au promoteur Carlos Silva, je crois,
auquel il y a une bonne relation avec la WWE. Euh, j'ai pas trop grand chose à dire si ça va tourner en guet-apens. Les deux vont taper à la tête de Trick Williams. Excusez-moi, je m'en excuse. Oh là là, il faut que je recommence. Il faut que je recommence de ce que j'ai dit. Ouais, j'ai appuyé sur une vidéo sans faire exprès, donc désolé. Donc ils vont s'emparer de Trick Williams et ils vont l'exploser à travers la table, tout simplement. Et à la fin, les deux se regardent en face à face. Et par la suite, il va voir le Dark State qui va arriver pour attaquer Joe Hendry et Mike Santana. Et qui vont faire leur quadruple powerbomb. Donc ça veut dire les deux qui jettent le catcheur sur les deux catcheurs qui vont faire le double powerbomb. Donc pour moi, je pourrais appeler ça le quadruple powerbomb. Il y a du shield dans le texte. Il y a un côté... un petit côté Nexus. Mais pour moi, ça reste, on va dire, une petite brève évolution de ce que faisait The Retribution. Donc, je n'ai rien contre ces mecs. J'espère qu'ils ont du talent. Mais je ne crois pas fort en eux, malheureusement. Et voilà, j'ai pas les mots pour décrire. J'ai vraiment pas les mots pour décrire le Dark State. Mais j'en reste ici pour l'instant. Car maintenant, je passe plus qu'aux deux matchs. Deuxième match, après, ce serait terminé. Mais on est au quatrième. Pour le titre championnat d'NXT entre Obafemi contre Inamura Yoshiki. Donc Yoshiki Inamura. Et on sent qu'il y a un petit côté WWE contre Pro Wrestling Noah. Donc il faut savoir que Yoshiki Inamura, il a battu Jasper Troy pour une chance au titre de Obafemi. Et que voilà comment on est venu cette petite confrontation entre les deux hommes. Même s'il y a une opposition de style, enfin, de style de catch pas tellement, en sachant que les deux sont hyper forts. Deux hommes forts même. Yoshiki Inamura, il y a un petit côté Sumotori en lui, tandis que Obafemi, le côté colosse puissant, le colosse nigérian, on pourrait qualifier ça comme ça. Et d'ailleurs, entre les deux peuples, entre le Japon et le Nigérian, je suis sûr que c'est toute l'Afrique qui ont regardé le match, et également toute l'Asie a regardé également. Enfin, ça aurait été beau si toute l'Asie et toute l'Afrique auraient regardé ce match-là, parce que en sachant que Yoshiki Inamura, il est japonais, donc je suis persuadé que c'est tout le Japon qui a vu son match, et que du côté d'Obafemi, c'est sûrement le Nigérian qui a plus vu cette confrontation, entre guillemets. Mais dans la confrontation, il y a Josh Briggs. Et Josh Briggs, je sais pas ce qui lui prend, mais on dirait que ça l'amuse de se mêler des histoires de son ami, Yoshiki Inamura. Et forcément, ça fait pas trop plaisir à Yoshiki Inamura, lui qui est dans le respect, dans la bienveillance. Il préfère ce côté honneur à la japonaise. Donc oui, il y a une opposition de style de catch entre le style à l'américaine et le style japonais. En sachant que j'adore ce côté style japonais, car ils ont ce truc que les Américains n'ont pas. Parce que les Américains, et un peu du côté Europe, eux, ils pensent que le côté divertissement et le côté un peu côté cinéma, si vous voulez mon humble avis. Alors que du côté du Japon, eux, ils sont plus accentués sur le sport. Et c'est pour ça comment j'adore regarder du catch japonais. Même si j'en fais pas toujours des reviews à ce sujet-là. Et d'ailleurs, si ça peut vous faire plaisir, ce sera un petit cadeau en plus de moi. Je pourrais peut-être en faire une série de reviews de tous les shows que je pourrais vous citer, de la Noah, de la New Japan, même également du côté du Mexique, entre la AAA
et la CMLL, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Voilà. Je ne peux pas vous le promettre, mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Donc voilà tout. Dans le match, je sentais un peu que Obafemi, c'est rare quand il sous-estime ses adversaires, enfin, ce qui arrive un petit peu plus souvent, mais il faut à tout prix que ce qu'il a en face de lui, c'est pas Jojo le rigolo. Même si Yoshiki Namura, il a un petit côté comique, mais en sachant qu'il a été entraîné à la japonaise et que du côté de la Pro Wrestling Noah, leur catch est lent, violent également, très technique et très brutal. À ne jamais sous-estimer les Japonais non plus. Et ce qui est sûr, c'est que Yoshiki Inamura s'est vraiment battu comme un vrai sumotori jusqu'au bout. Toujours dans le respect, jamais dans la fourberie. Et ça, pour Inamura, c'est bel esprit. Alors que du côté de Josh Briggs, il a voulu aider, certes, mais de la manière la plus maladroite possible. Parce que quand l'arbitre a été allumé par la puissance de Obafemi, je crois, eh ben, il s'est emparé du titre pour assommer Obafemi, pour que Inamura utilise son fameux splash qui est propre à lui, en sachant qu'il fait un genre de balancement pour prendre un peu plus de hauteur, pour mieux effectuer ce manœuvre. Mais il voit que Josh Briggs a la ceinture, il se dit non, descends. Je veux pas utiliser des tactiques douteuses. Je suis dans le respect. C'est mon côté nippon. Je ne ferai pas tout ce que vous les Américains faites. Et ça, j'adore ce côté bel esprit de Inamura. Parce que ce soit qui gagne ou qui perd, au moins ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas perdu son honneur. Et Et même pour être honnête, j'ai vraiment apprécié ce match-là, hein. Je l'ai peut-être pas dit au début, mais j'ai bel et bien apprécié, hein. En sachant qu'il y a la côté puissance de Obafemi qui parle de lui-même, alors qu'il y a le côté honneur et également de puissance comme Obafemi, mais en Inamura. Donc c'est sûr, on a des oppositions similaires au style de lutte, enfin, pas au style de lutte de, de Powerhouse, quelque chose comme ça, de Powerhouse, ou Large Life si vous préférez. Mais l'opposition du style du catch japonais du catch américain était également présent. Et du coup, j'étais à fond sur Inamura, un peu comme j'étais à fond du côté de Miceborn. Et que, et que voilà quoi, voilà tout. Donc Josh Briggs essayait d'en dissuader Inamura d'utiliser une tricherie, mais il refuse, et pourtant il va se faire allumer par Obafemi, et que lorsque Yoshiki attendait que Obafemi se mette en position pour effectuer l'une de ses big coastlines, il se fait attraper en plein vol par un big say-down Liger Bomb, et qu'il fait le tomber pour le compte de 3. Donc, c'est victoire de Obafemi, que certes, il a été très dominant, mais il a laissé au moins briller Yoshiki Inamura. Et ce qui est sûr, c'est que pour Yoshiki Inamura, lui qui était présenté comme une blague au tout début, pour moi, il gagne un peu mon respect, hein. Il gagne vraiment mon respect en sachant qu'il vient de la Pro Wrestling Noah. D'ailleurs, ses collègues de la Noah, comme Great Muta, Keno Kiyomiya, Naomichi Marufuji, et peut-être... je crois qu'il y a eu Keno et Katsuhiko Nakajima. Enfin, je crois que c'était eux qui avaient fait le message d'encouragement pour qui rend honneur au Japon et qui fait honneur au club de la Pro Wrestling Noah. Je crois que c'est ça, hein. J'en suis pas trop sûr, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont donné leur soutien à Yoshiki Namura. D'ailleurs, ils n'ont pas les seuls. Même Yoskai, Asuka et Kairi Sane l'ont souhaité un très brillant encouragement pour qu'ils rendent honneur au Japon.
Et pourtant, malgré tout cela, il a gagné le respect de Obafemi, et Obafemi a gagné le respect de Yoshiki Inamura. Et pourtant, on passe en coulisses, hein. Du côté de Trick Williams, ben, il se plaint que il s'est fait allumer par les petits mecs de la TNA, comme lui il aime de dire, en sachant que les petits mecs de la TNA sont minimum plus populaires que Trick Willy est un peu l'ennemi d'autres promotions. Et pourtant, Ava ordonne à justement à Trick Williams de faire équipe avec Joe Hendry et Mike Santana contre le Dark States, pour montrer à quel point sa valeur et son honnêteté de se débarrasser du Dark States. Je ne pense pas qu'il le ferait, vu comment il aime faire des sales coups, mais bon, je passe. Alors que du côté de Obafemi, quand il fait une promo, certes, il dit des bonnes choses à propos de Yoshiki Namura. Yoshiki Namura lui rejoint et il dit qu'il s'excuse à propos de ce qu'a fait Josh Briggs et que ça se reproduira plus. Mais Josh Briggs revient et il continue à foutre la merde à Obafemi. Et du coup, ben, il y a du guet-apens, comme d'habitude, comme ça se passe toujours du côté de la NXT. Il faut toujours que ça part en guet-apens. Est-ce que ça me surprend? Pas tellement. Et maintenant, on passe directement au main event. Oui, déjà au main event. Entre Jordynne Grace et Blake Monroe, qu'on connaît surtout sous le nom de Maria May, contre les Fatal Influence. Jessie Jane, la championne féminin de NXT, avec Fallon Henley, toujours accompagnée par Jasmine Nix. Ouais. Comment je pourrais dire à propos de cela, si ce n'est que on sait que Jordynne Grace a gagné un genre de match à 4 pour être challengeuse au titre de Jessie Jane, qu'elles vont combattre lors de Evolution, qui arrivera très prochainement. Et du coup, il y a comme des mots qui pourraient être dits à l'encontre de Jessie Jane en disant que c'est la championne la plus prenable. Donc en gros, on sous-estime Jessie Jane d'être la championne entre guillemets la plus faible, la plus battable, euh, de tout ce que je peux vous dire. En gros, la championne la plus prenable, comme si elle était prenable pour tout et n'importe quoi. Et pourtant, je veux pas être sexiste, mais je pense pas que Jessie Jane c'est une fille facile. Que ce soit à sortir avec ou de passer une nuit au lit, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas c'est ce qui a été dit, mais bon, je suis pas trop dans le moon, si ce n'est qu'elle a réussi à se mettre la moitié des catcheuses à dos, tout simplement parce qu'elle sait pas se débrouiller sans l'aide de ses fameuses copines, sans l'aide de Jasmine Nix, sans l'aide de Fallon Henley. Ah ouais, et au passage, je trouve que Jasmine Nix, elle sert pas forcément à grand chose. Pour être honnête avec vous, hein. Mais bon, on s'en fiche de ça, vu comment ce qui compte, c'est que Jessie Jane, elle est championne, elle peut toujours être utile, comme Fallon Henley. Et ce qui est sûr, est-ce qu'elle peut prouver aux catcheuses à NXT que c'est loin d'être la catcheuse la plus sous-estimée? Ah ben ça dépend que de Jessie Jane. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà tout. Concernant le match, ben, j'ai pas trop grand chose à dire, hein. Vraiment, j'ai pas trop grand chose à dire, si ce n'est que il était bien, sans plus, ça fait le café, mais pas tant que ça. Pourtant, malgré le talent qu'elle a, Blake Monroe et Jordynne Grace, on peut s'attendre vraiment à du bon, même pour faire un peu évoluer du côté des catcheuses d'NXT. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que on a une catcheuse de la TNA et une ex-catcheuse de la AEW contre les adolescentes rebelles de la WWE NXT. C'est ce qui est ironie, hein, vraiment du côté ironique de tout ça, hein, en sachant que certes, elles ont quitté leur promotion qui leur a permis de faire connaître, pour une autre, pour essayer de faire mieux que là où est-ce qu'elles étaient, et surtout à gagner des grands matchs, des grands prix, des grosses récompenses.
Après tout, c'est ce qu'est le jeu, à tout prix. Bon, même si j'ai pas trop grand chose à dire dans ce main event, tout ce que je sais, ça va se terminer entre les babyface dans le climax. Après s'être débarrassé de Jasmine Nix, et ça c'est Masha Slamovic qui s'occupe de cette petite jeune impertinente, pour laisser le champ libre à Blake Monroe et à Jordan Grace, pour en venir à bout soit de Fallon Henley, soit de Jessie Jane. Et finalement, il y a eu un Hurricane Backfist jusqu'à ce que Blake Monroe fait son fameux In-Plan DDT pour battre Jessie Jane. Donc, vous avez compris, c'est victoire de Jordan Grace et Blake Monroe. Et voilà comment ce show se termine là-dessus. Donc, voilà tout. J'ai pas trop grand-chose à en dire, si ce n'est que je vais passer à la conclusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.